va pouvoir aborder cette question qui est en fait le sous-titre de la vie artificielle et le monde virtuel, mais qui est en fait le principal point que je vais aborder pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Donc c'est une perspective que j'étudie selon trois aspects, et ce soir on verra malheureusement, à cause du temps, que l'un des aspects. Il y a une perspective historique très importante autour de la création de l'artificiel, mais je pense que Jean-Claude Beaune reviendra sur ces aspects plus largement. Il y a un aspect scientifique sur lequel moi je vais m'attarder un petit peu plus ce soir, et il y a un aspect philosophique que je n'aborderai pas également, mais que j'ouvrirai un petit peu en guise de conclusion, tout à l'heure, pour au moins pointer quelques questions fondamentales que ça soulève. Donc pourquoi intituler la conférence « La vie peut-elle exister dans un ordinateur ?» C'est une question relativement provocante. En tout cas, je peux vous assurer qu'elle provoque les biologistes, parce que souvent on attribue le vivant à la matière organique. Et donc poser cette question, eh bien, ça peut poser des soucis à un certain nombre de personnes. Moi, je l'aime bien parce que, à côté de son aspect, si on laisse un petit peu de côté son aspect provoquant, eh bien, lorsqu'on y réfléchit d'un petit peu plus près, elle pose des questions très rapidement fondamentales sur nos relations avec l'artificiel. Qu'est-ce que c'est que l'artificiel? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. Donc, dans ce sens, j'ai organisé ma présentation en 4 parties. Une introduction où on va justement essayer de voir les tenants et les aboutissants de cette question, sans toutefois, je pense, y répondre complètement, pour un certain nombre de raisons qu'on verra. Ensuite, on ira d'une façon plus précise sur une première partie importante de mon exposé, qui va être centrée sur la complexité et la notion d'émergence. On verra d'ailleurs des petites expérimentations à ce propos. Ensuite, un écosystème artificiel. Qu'est-ce qu'on entend par un écosystème artificiel? Et on terminera en essayant de rêver un petit peu et en se posant des questions qu'on a vues beaucoup dans le domaine, en particulier des films à grand spectacle. On verra si on peut parler de science ou de science-fiction. Donc ce qui est clair, c'est que les créatures virtuelles envahissent de plus en plus notre quotidien. Je ne vais pas faire d'histoire, mais depuis l'Antiquité, l'homme essaie de reproduire des créatures à son image. Mais de plus en plus, aujourd'hui, elles envahissent notre quotidien. Donc, pour illustrer ça, j'ai mis quelques images ici sur les créatures qu'on a vues tous dans des films à grand spectacle, aussi bien du côté de chez Disney que dans les jeux vidéo ou dans les films produits par les Japonais. Donc, vous aurez reconnu Final Fantasy, Tomb Raider et Monster et compagnie, ici, pour ne pas faire de pub. On a vu il y a quelques années quelque chose qui a fait grand bruit chez les adolescents et les adolescentes, c'est les fameux Tamagotchi, ces espèces de petites créatures qui nous ont fait arracher les cheveux souvent en tant que parents. Et donc, on va essayer de voir effectivement comment est-ce que, au-delà de ces petits gadgets électroniques, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on aura des véritables êtres vivants dans nos ordinateurs. Donc si on se pose la question, la vie peut-elle exister dans un ordinateur, et qu'on regarde un petit peu les mots importants dans cette question, le premier qui saute à la figure, c'est bien sûr la vie. Et quand on essaye de le définir, eh bien, il faut se rendre compte tout de suite, on a déjà un certain nombre de soucis. Si on s'adresse aux biologistes, qui sont les premiers concernés, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur une définition du vivant. Il y en a un certain nombre qui existent, mais pratiquement, il y en a autant que de biologistes. Généralement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est liée intimement à la matière organique. Or, la matière organique, point de salut. Il faut dire que la matière organique et l'être vivant tel qu'on le voit sur Terre est notre seul référentiel, en quelque sorte. C'est la seule forme de vie qu'on a pu observer. Donc, comment définissent les biologistes la vie? Souvent sous la forme d'une liste de critères observables. Et donc, ça pose des soucis quand par exemple, c'est un être en matière organique, capable de s'auto-reproduire, capable de grandir, il y a la mort, il y a un certain nombre de critères comme ça qui font partie des listes, des définitions.
Mais aucune définition aujourd'hui fait le consensus, tout simplement parce qu'on trouve toujours des contre-exemples ou des problèmes de définition aux limites. L'exemple de définition aux limites, effectivement, c'est un des exemples les plus connus, c'est le virus. Est-ce que le virus est un être vivant ou pas? Parce qu'il a un certain nombre des caractéristiques que l'on attribue généralement aux vivants, mais pas tous. En particulier, il a besoin d'une cellule qui va parasiter pour être capable de se reproduire. Lui-même n'a pas à proprement parler de métabolisme. Donc, est-ce qu'on sent bien qu'on est à la limite du vivant là, et donc ce type de définition pose des soucis. Donc, je vous ai mis ici une des définitions qu'on va commenter en quelques minutes sur le vivant, qui est une des plus qu'on juge dans la communauté scientifique, une des plus robustes. Elle a été donnée par Farmer et Belin dans les années 90, qui sont des biologistes d'origine. Et pourquoi elle semble une des plus robustes? Parce qu'elle a été testée et retestée en passant un certain nombre de cas au crible pour voir si effectivement on n'avait pas trop de contre-exemples ou s'il n'y avait pas des organismes qu'on jugeait comme vivants qui ne seraient pas rentrés dans cette catégorie. Donc on définit un certain nombre de critères. La vie est une structure dans l'espace-temps plutôt qu'un objet immobile. Donc vous savez qu'on reproduit toujours nos cellules et qu'au bout d'un certain temps, eh bien, toutes nos cellules ont été régénérées et donc finalement, on n'est pas comme un bloc de granit dont les atomes sont toujours les mêmes. Nos atomes, de cette manière, les particules qui nous composent, ne sont jamais tout à fait les mêmes. C'est dans ce sens qu'on dit une structure dans l'espace-temps. Il y a l'autoreproduction, donc un vivant doit être capable de s'autoreproduire. Donc il y a plusieurs types d'autoreproduction. Celle à laquelle on pense bien évidemment, c'est la reproduction sexuée pour les mammifères en particulier, et donc la capacité de reproduire des êtres à notre image. Les êtres vivants comprennent une description d'eux-mêmes. Donc dans le monde organique, c'est bien sûr l'ADN à laquelle on fait référence, cet ADN qui code l'ensemble ou une grande partie de nos caractéristiques qui vont ensuite être développées lors de la croissance. Un métabolisme, c'est-à-dire un système qui est capable de tirer parti de l'environnement pour transformer la matière de cet environnement en énergie ou en matière directement utilisable par l'organisme lui-même. Un être vivant est capable d'interagir avec son environnement. Il est généralement composé de structures interdépendantes. Si on sépare ces structures, généralement, on aboutit assez rapidement à la mort de l'organisme. Il est stable malgré les perturbations. On peut le perturber, il est capable de réagir pour maintenir son intégrité. L'évolution, vous avez tous entendu parler de l'évolution, cette capacité d'intégrer des modifications au cours des générations et donc de progresser, entre guillemets, de cette manière. La croissance aussi est une caractéristique qu'on retrouve assez fréquemment. Donc vous voyez que cette manière de définir la vie, elle est passablement compliquée et elle est sujet à l'observation en tout cas. Mais c'est une des plus robustes aujourd'hui. Donc si on a du mal à définir exactement ce que c'est le vivant, c'est relativement paradoxal parce que nous, par exemple, lorsqu'on regarde un petit animal ou un insecte, eh bien tout de suite on est capable du premier coup d'œil de dire c'est vivant. Donc c'est assez paradoxal que par ailleurs on ait autant de mal à le définir d'une façon aussi rigoureuse qu'on le souhaiterait. Donc le deuxième mot-clé dans cette question, la vie peut-elle exister dans un ordinateur, c'est le mot ordinateur lui-même, qui nous questionne sur un autre plan, puisque là on pense tout de suite, vous avez tous utilisé, j'en vois un qui utilise son ordinateur, donc c'est évidemment ce qu'est un ordinateur, donc tout le monde en a vu, utilisé, et donc, mais au-delà de l'objet, je dirais, industriel que tout le monde connaît, eh bien, si on remonte un petit peu dans les années 35, je fais un tout petit peu d'histoire là sur un monsieur auquel on doit finalement une bonne partie de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est un mathématicien anglais du nom d'Alan Turing. Il a démontré que finalement ces machines, à quelques petites exceptions théoriques près, étaient des machines universelles. Alors qu'est-ce qu'on entend par machine universelle? C'est-à-dire des machines qui, si on leur donne les informations nécessaires, sont capables de reproduire n'importe quelle autre machine, aussi complexe soit-elle.
si en ce sens qu'elles sont universelles. Alors c'est la première fois, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité qu'on conçoit une machine qu'on puisse qualifier effectivement d'universelle, c'est-à-dire qu'elle soit capable, si on lui donne le programme, entre guillemets, adéquat, de reproduire le fonctionnement de n'importe quelle autre machine. Alors ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que dans l'histoire des sciences, les premiers investigateurs, les premiers créateurs de ce qui va devenir l'ordinateur ont toujours aussi été fascinés par la vie et la reproduction du vivant. Alan Turing, on va voir ensuite un autre précurseur célèbre qui est von Neumann, eh bien, ce sont des gens qui ont été toujours posé la question de comprendre le vivant, de comprendre l'intelligence et de comment pourrait-on la reproduire. Et en quelque sorte, l'apparition de l'ordinateur est presque un effet de bord de ces réflexions plus fondamentales. Donc on lui doit en particulier un article fondateur dans les années 50, et qui s'appelle Machine Intelligence, où après avoir démontré que ce type de machine était universel, eh bien, il s'est quasiment, je dirais, naturellement posé la question, est-ce que finalement on pourrait faire penser ces machines, de même que l'homme pense, est-ce que ces machines pourraient être douées d'intelligence au même titre que nous? Puisqu'elles sont universelles, si on les dotait d'un programme adéquat, est-ce qu'elles seraient finalement capables de reproduire ces caractéristiques que sont la vie ou l'intelligence? Donc une des personnes qu'il connaissait, parce qu'à l'époque c'est un groupe de chercheurs assez restreint, c'est von Neumann, qui a travaillé en particulier sur le projet Manhattan, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui lui, a démontré, c'était aussi un mathématicien, et qui a travaillé donc avec Alan Turing, un des précurseurs et vraiment un des fondateurs de la structure des ordinateurs, puisque aujourd'hui, la plupart des ordinateurs, la grande majorité des ordinateurs qu'on a, sont toujours conçus selon les principes qui ont été je dirais, élaborés par von Neumann à l'époque et par Alan Turing. Donc, ce qu'il a montré, lui, d'un point de vue théorique, c'est qu'une des caractéristiques essentielles du vivant, c'est-à-dire la capacité de reproduire des individus, entre guillemets, qui nous ressemblent, donc cette capacité d'auto-reproduction, eh bien, elle n'était pas du tout un événement surnaturel. Jusqu'alors, on pouvait se poser la question, est-ce que c'était une étincelle de vie? Est-ce que c'était divin? D'où venait cette capacité de se reproduire? Eh bien, lui, il l'a modélisé d'un point de vue abstrait, en utilisant des outils qu'on va apprendre à reconnaître un petit peu tout à l'heure, qui sont les automates cellulaires. Et il a démontré, d'une façon relativement rigoureuse, que cette capacité d'auto-reproduction, eh bien, elle était complètement mécanique, d'une certaine manière. C'était une organisation particulière qui permettait de s'auto-reproduire. Je vous ai mis un petit schéma qui résume ça. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, on pourra le faire tout à l'heure si vous avez des questions. Mais il a démontré que cette capacité, une des capacités essentielles de la vie, qui est la capacité de se reproduire, eh bien, pouvait être expliquée d'une façon extrêmement rigoureuse. À peu près à la même époque, alors quand je dis à peu près à la même époque, c'est von Neumann est mort, avant qu'il puisse terminer cette théorie, et c'est un de ses collègues, Burst, qui l'a publié en 1966, mais la théorie, elle datait effectivement des années 50, fin des années 40, début des années 50, et il faut se rendre compte que la découverte de l'ADN, donc par Watson et Crick en 1953, et on s'est aperçu que, alors il y a toujours un petit débat sur est-ce que von Neumann avait trouvé son principe avant la découverte de l'ADN ou pas. A priori, il l'avait trouvé avant, vu les notes qu'on a retrouvées de ce personnage. Et donc, d'un point de vue abstrait et conceptuel, von Neumann avait en fait à peu près trouvé les grands principes qui se sont révélés être ceux qu'on retrouve aujourd'hui, en tout cas que Watson et Crick ont mis en évidence, avec la capacité d'auto-reproduction, le fait d'être obligé d'avoir une copie de nous-mêmes sous la forme d'ADN. Et ça va relativement loin, je n'entrerai pas dans les détails biologiques, mais avec une certaine similitude dans les grands principes. Alors, d'un côté, c'est de la biologie et de la biochimie, d'un autre côté, c'est des structures abstraites, mais les principes restaient les mêmes. Donc on voit que l'ordinateur, le vivant,
finalement, ont des relations assez proches, malgré ce qu'on pourrait imaginer d'un premier abord. Et en tout cas, les gens qui ont conçu les ordinateurs se sont toujours posé la question, qu'est-ce que la vie et est-ce qu'on pourrait, sur cette machine universelle, reproduire le vivant? Donc ce n'est pas une question nouvelle. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut de toute façon se souvenir que la vie, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Donc s'il y a une différence avec l'ordinateur, c'est bien celle que l'ordinateur est un produit manufacturé, construit de toutes pièces, alors que la vie, il lui a fallu des millions d'années pour arriver au stade où on la connaît aujourd'hui. Qu'elle est intrinsèquement liée à son environnement. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce qui va changer par rapport à certaines définitions où justement on se fie à des critères observables, c'est de la considérer comme une forme d'organisation. Finalement, en étant un petit peu provocant, une forme d'organisation, donc presque une machine, une manière de fonctionner. Donc von Neumann l'a démontré déjà sur une des caractéristiques qui est essentielle, c'est-à-dire la reproduction. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas la concevoir de cette manière, sous une forme d'une organisation dans son ensemble? Et à partir de là, si on la conçoit comme une reproduction, se pose bien sûr la question de si on reproduit cette organisation sur un autre média, en particulier avec une autre matière, on pourrait parler de silicium, est-ce que c'est toujours vivant? Est-ce que finalement l'organisation, on va retrouver cette organisation reproduite sur un autre type de matière, en dehors de la matière organique, on trouvera les mêmes propriétés qu'on a pu observer avec le vivant biologique d'une certaine manière. Donc c'est une forme d'organisation de la matière capable de s'auto-reproduire et d'évoluer. Alors je vous rassure tout de suite, la réponse à cette question, si on l'avait, eh bien, on aurait largement avancé. Donc c'est une question qui reste en quelque sorte en suspens. Et finalement, où chacun d'entre nous pourra trouver une solution, une réponse personnelle. Donc les questions qui vont, à partir de ce moment-là, se poser, c'est quelle est effectivement cette organisation? Comment est-elle apparue? Et bien sûr, est-ce possible de reproduire cette organisation dans un ordinateur? Donc pour cela, pour commencer à essayer d'avancer dans ces questions, on va utiliser un modèle mathématique. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un modèle excessivement simple qui ne demande pas un grand bagage mathématique. On ne va pas faire d'équations et on va juste regarder des résultats graphiques avec des jolis petits programmes qui vont s'exécuter devant vos yeux. Donc pas de problème. Simplement, une petite introduction. Donc qu'est-ce que c'est que les automates cellulaires? Vous imaginez une grille, telle que je l'ai mis, j'ai une petite image, avec comme un damier, où chaque case et finalement, on va l'appeler cellule, mais ce n'est qu'une métaphore, il n'y a aucune relation avec la cellule du monde organique. Et chaque case, chaque cellule peut avoir simplement deux états, 0 ou 1. Donc 0, elle est blanche, 1, elle est noire. En quelque sorte, on la voit s'allumer, entre guillemets. Et chaque case, donc en plus d'un état, elle a une règle qui détermine son état en fonction de ses voisines. Donc si vous regardez, une case est entourée de 8 voisines. Et c'est l'application de cette règle qui détermine l'état, c'est-à-dire allumé ou éteint de chaque case, qui va déterminer l'image globale qu'on va percevoir sur la matrice. D'accord? Donc excessivement simple. Une matrice en 2 dimensions de cases. Chaque case peut n'avoir que 0 et 1. Il y a une règle qui est appliquée systématiquement à toutes les cases pour déterminer l'état de toutes les cellules. Donc avec ça, bien sûr, les règles, on peut en déterminer une infinité. Et donc l'espace des automates cellulaires est gigantesque. Donc on va plutôt observer là une sous-catégorie des automates cellulaires, et en particulier une découverte par un mathématicien, encore une fois, qui s'appelle John Conway dans les années 70, et qui a publié dans les colonnes du Scientific American dans les années 70, donc un divertissement mathématique. À l'époque, il ne pensait pas que ça irait aussi loin que... Ou en tout cas, s'il l'a imaginé, il avait bien joué. Un divertissement mathématique basé sur un automate cellulaire qu'il a baptisé, entre guillemets, le jeu de la vie. En anglais, Game of Life. Alors, tout de suite, on sent ça va se rapprocher de ce qu'on pense. Alors, qu'est-ce
quelle est la règle que lui a déterminée? Eh bien, c'est une règle relativement simple que j'ai exprimée ici. Donc, la cellule du milieu, donc toutes les cellules, quand on les prendra une à une, passe à 1 si le nombre de ses voisines, qui sont également à 1, est 3. D'accord? Elle conserve l'état qu'elle avait avant, soit elle était éteinte, soit elle était allumée, si le nombre de voisines à 1 est 2. Dans tous les autres cas, elle s'éteint. D'accord? Donc c'est une règle relativement simple. On peut prendre un exemple ici. Donc cette cellule-là, elle est à 1, elle a 2 voisines à 1. Donc si j'applique ma règle, elle a 2 voisines à 1, donc elle conserve son état, elle reste à 1 ici. Ici, on a une case qui est à 0, elle est entourée par 2 voisines à 1, elle va passer à 1. D'accord? Ici, on a une case à 0, elle a 4 cellules à 1, donc on ne regarde que l'état de la cellule centrale en dessous. Donc elle reste à 0 d'une certaine manière, ou elle passe à 0 si vous voulez. Si elle avait été à 1, elle serait passée à 0. Donc c'est simple. Donc on a généralisé, avant de le regarder en direct live, comme disent, on a un certain nombre de chercheurs, parce que vous allez voir que cet automate cellulaire a des caractéristiques assez intéressantes, on l'a généralisé pour essayer d'étudier effectivement les caractéristiques de ces automates cellulaires. Alors comment on peut généraliser un tel automate? Eh bien simplement en prenant le seuil que vous avez eu de 2 et de 3 et en mettant un intervalle de valeurs à la place. Et on obtient ainsi plus une règle possible, mais 1296 règles. Et en jouant sur les intervalles, on va pouvoir comme ça jouer un petit peu avec la physique de ce petit univers virtuel en 2 dimensions pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change les seuils sur ce damier. Donc on va passer tout de suite à voir sur un petit programme ce qui se passe. Donc le premier du haut, alors je vous passe sur la notation, c'est une première règle, donc qui est exactement la règle de Conway, mais dont les seuils ont été modifiés. Et on réalise une initialisation aléatoire. C'est-à-dire que chaque case est tirée aléatoirement à l'état allumé ou éteint. Et donc on obtient une répartition de cette manière-là. Et quand je vais cliquer dessus, ça va enchaîner plusieurs étapes de calcul. Alors comme mon ordinateur est un peu rapide, ça va aller relativement vite. Mais hop là. Donc avec cette règle-là, on s'aperçoit que l'ensemble des cellules, très rapidement, passent toutes à l'état 1. On trouvera d'autres automates, d'autres règles, où ça sera l'inverse. Elles passeront toutes à l'état 0. Et ensuite, on a beau essayer de faire du calcul, elles restent figées dans cet état-là. Premier type de règle, qui converge vers un état fixe et homogène. On a changé les seuils. Et là, on va regarder un deuxième type de règle. Et là, tout de suite, on a un comportement qui est radicalement différent. Donc, je ne sais plus combien de générations, je crois qu'il y a une dizaine de générations à chaque fois, de cycles. De cycles à chaque fois. Et voilà, là, on est stabilisé. Donc, dans ce cas-là, on a un comportement où l'ensemble, pendant une période de transition, a l'air de s'organiser. Et au bout d'un moment, on est sur un état stable, entre guillemets, qui oscille entre plusieurs configurations. Mais ça y est, on n'évolue plus. La situation n'évolue plus. Donc, deuxième cas de figure, on a des automates qui sont, qu'on va appeler périodiques, parce qu'au bout d'un certain temps de stabilisation, ils deviennent cycliques. Un troisième type de règle d'automate cellulaire, encore une fois, on change les seuils, et là, ça ne se stabilise jamais. On a l'impression de regarder un écran de télé brouillé quand on ne reçoit pas d'émission. Ce n'est pas tout à fait de l'aléatoire, c'est ce qu'on va appeler un régime chaotique, mais on a bien une troisième catégorie de comportement.
Alors, maintenant, on va regarder la règle, les paramètres qu'avait établi Conway lui-même. Et là, quand on essaye alors encore une fois, une initialisation aléatoire, la seule chose qui change, ce sont les deux petits seuils de tout à l'heure. Hein. Et là, on a des comportements étranges qui apparaissent. Déjà, les transitions sont longues. Vous avez dû voir en haut à gauche une espèce de petite chose qui commence à se déplacer. Et avec un petit peu de chance, on en verra d'autres. Hein. Et des espèces de petites bestioles qui sont en train de partir. En tout cas, les transitions, là, sont beaucoup plus longues. Et on a un comportement qui n'est plus chaotique, comme on l'avait vu juste précédemment, mais qui n'est plus périodique. En tout cas, la stabilisation, si elle intervient, demande un temps extrêmement important, comparé aux autres. C'est le jeu de la vie qu'a découvert effectivement Conway. Alors, il n'est pas le seul à... Pendant de nombreuses années, on s'est demandé si l'automate de Conway était le seul à donner ces espèces de figures et de comportements particuliers. Et on en a découvert un certain nombre en les regardant, en les observant systématiquement. Et là, je vais vous montrer un exemple particulier qui est une autre règle, qui est dans son comportement assez similaire à celle de Conway, mais on va regarder d'un petit peu plus près quelques structures qui ont été découvertes. Donc là, on les a pris et on s'aperçoit que dans ce type d'automate cellulaire, eh bien, on peut avoir des structures fixes également, des structures périodiques. Et quand on fait tourner l'automate, eh bien, on a des structures qui perdurent. De la même manière, on peut avoir des structures qui se déplacent. Donc on obtient, si on se résume, quatre catégories d'automates sur ces 1296 règles. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on va retrouver en quelque sorte les phases de la matière, les grandes phases de la matière telles qu'on les connaît, c'est-à-dire des phases fixes et périodiques, des phases à l'inverse des phases chaotiques, et puis au milieu, des phases qu'on va qualifier de complexes, c'est-à-dire des phases qui sont ni du côté ordonné, donc on va appeler ordonné les phases soit fixes, soit périodiques, donc qui ont un comportement, une fois qu'ils sont stabilisés, extrêmement prédictible, ou chaotique, c'est-à-dire des systèmes dont on a énormément de mal à prédire le devenir, en tout cas l'état suivant en fonction les états suivants en fonction d'un état à partir d'un moment donné. Et au milieu, on a une nouvelle phase qui apparaît, qu'on va qualifier de complexe, qui est ni ordonnée ni chaotique. Et on s'aperçoit que tous les automates qui ont ces comportements un petit peu bizarres, qui nous intriguent et qui nous rappellent de très loin, je dirais, un peu cette soupe primitive, eh bien, ils sont toujours, quasiment toujours, pour l'instant on n'a pas trouvé de contre-exemple, en tout cas dans les automates cellulaires, en 2 dimensions, à la frontière entre l'ordre et le chaos. Ils sont toujours sur cette transition qui est extrêmement fine entre les phases ordonnées et les phases chaotiques, où donc là, on n'a plus aucune structure qui est capable de subsister. On va revenir maintenant sur les petites structures que vous avez vues, je vous en ai montré, qui se déplaçaient comme ça. On a pu les voir d'une façon relativement succincte sur l'automate de Conway, que Conway a appelé les glisseurs, les gliders en anglais. On appelle ça aussi des planeurs, selon les auteurs. Hein. Donc, on en a revu sur un autre automate ensuite, c'est la dernière expérimentation que je vous ai montrée, qui ont une structure un petit peu différente. Et en fait, c'est une petite structure cyclique qui, après 4 phases de calcul, donc on ne va pas faire ensemble le calcul qui correspond à la règle, à l'application de la règle de chaque cellule, mais en tout cas, vous pouvez me croire, au bout de 4 itérations, cette petite structure s'est déplacée diagonalement.
Et donc ce qui est surprenant, c'est que c'est l'émergence de cette structure. Nous, en tant qu'observateurs, on observe un objet qui est composé de 5 cellules ici et qui se déplace. Alors que si on regarde la matrice cellulaire, la grille, rien ne prédestine finalement à ce que ce petit objet revendique en quelque sorte son autonomie. Or, il a l'air de le faire là. À chaque étape, ce ne sont pas les mêmes cellules qui s'allument. Et pourtant, on lui attache à chaque étape la même unité et la même logique. Donc c'est ce qu'on appelle un exemple d'émergence d'un niveau d'organisation qui n'existait pas au niveau inférieur. Au niveau de la matrice, on a énormément, avec sa règle, on a énormément de mal, c'est quasi impossible de prédire l'apparition de telle chose. Et de même, lorsqu'on le regarde comme ça, eh bien, ce qu'on pourrait qualifier de le tout est plus que la somme de ses parties, on a énormément de mal à revenir et de l'expliquer en termes des lois initiales qui existent au niveau de la matrice. En tout cas, ce qui est intéressant, quand on fait une étude exhaustive des automates cellulaires, c'est que c'est un indice qui permet de reconnaître, lorsqu'on voit ces petits planeurs se déplacer, c'est un indice qui permet de reconnaître quasiment à coup sûr des automates complexes. C'est-à-dire des espèces d'automates, comme on a vu là, qui ont des propriétés intéressantes. Alors si on va un petit peu plus loin, les gens qui ont travaillé autour de l'automate de Conway ont démontré, donc ça ne date pas en 82 en particulier, qu'on pouvait construire une machine de Turing, en 2 mots, en simplifiant, un ordinateur dans l'automate de Conway, en particulier la règle qu'il avait effectivement lui-même identifiée. Et donc, certains des automates, en particulier celui que je vous ai montré en dernier, ont la capacité, on va appeler entre guillemets, de computation universelle. À partir du moment où on sait construire un ordinateur dans cet univers-là, Turing a démontré d'un point de vue théorique que l'ordinateur est une machine universelle, et donc on pouvait reproduire n'importe quelle autre machine si on lui donnait le programme adéquat. Eh bien, on en déduit, donc par construction, que l'automate, en l'occurrence, a des capacités de calcul universel, entre guillemets. Et donc, c'est une caractéristique extrêmement importante. Ça veut dire que potentiellement, ces automates-là, ils sont capables de supporter, théoriquement, tout ce qu'on peut imaginer. Je vais revenir. Pour vous montrer quand même comment on peut faire un type de démonstration de ce type-là, je vais vous remontrer sur une autre expérimentation les petits planeurs de Conway, justement. Donc là, je suis en train de réduire. Là, vous en avez 3 qui vont vers le bas et vous en avez 3 qui vont vers le haut. Alors, ce ne sont pas par construction, maintenant, vous avez vu que dans les premières expérimentations qu'on a faites, on a initialisé aléatoirement. Bien sûr, après, on peut s'amuser. Et ce qu'ont fait les gens pour démontrer le caractère universel de cet automate-là, ils ont élaboré des structures à la main pour voir ce qui se passait. Et donc, on peut construire des choses assez importantes. Par exemple, alors, je vais le réduire la taille parce que... Donc là, on voit qu'après, on peut s'amuser à devenir un ingénieur en chef dans les automates et essayer de construire des petites machines à partir des cellules. On peut en construire des grosses aussi. On va voir une... Donc on peut devenir un petit ingénieur qui, dans ce petit univers jouet, va élaborer des machines. Et donc c'est ce qu'ont fait les chercheurs du MIT qui ont démontré le côté universel. Ils ont découvert une structure qui s'appelle le canon à glisseur, qui est cyclique, et qui émet des planeurs. Et à partir de cela, c'est comme si on avait inventé un flux de 0 et des 1. Eh bien, ils ont reconstitué les portes logiques élémentaires d'un ordinateur, le ou, le et, le non, et ils ont construit un ordinateur complet. On ne va pas en le voir en entier, mais on va en avoir une partie ici, juste un additionneur. Donc on va zoomer un petit peu pour en voir une partie.
Donc on peut aller jusqu'à effectivement l'élaboration d'un ordinateur, ce qui démontre par construction le caractère universel de cet automate. Parce qu'en lui donnant les deux flux de glisseurs dans le bon ordre, ça va être cette série, eh bien on obtient l'addition le nombre binaire qui correspond à l'addition des planeurs, des glisseurs. Et on peut construire des mémoires, on peut construire... Alors bien sûr, il faut ensuite une matrice qui devient rapidement énorme pour arriver à tout faire loger sur la même matrice. Donc la conclusion de ça, c'est que sur ces automates cellulaires qui sont à un niveau, qui sont presque de la matière virtuelle, avec une physique très élémentaire, en tout cas qu'on est capable de maîtriser, eh bien on observe l'ensemble des phases de la matière, c'est-à-dire des phases fixes, périodiques, chaotiques, et puis à cette transition entre les phases ordonnées et les phases chaotiques, on observe des automates qui ont des capacités étranges, et certains sont dotés de la capacité universelle de traitement, c'est-à-dire qu'on est capable ils ont une capacité théoriquement sans limite de calcul, on peut reproduire n'importe quelle machine, puisque comme l'a démontré de façon théorique Alan Turing. On pourrait résumer ça en disant pourquoi c'est à cette frontière entre l'ordre et le chaos? Parce que trop d'ordre fige les structures, donc on mémorise bien de l'information, mais on n'est pas capable de créativité, on n'est pas capable de produire de nouvelles structures. À l'inverse, le chaos produit toujours de nouvelles structures, mais il détruit, il est incapable de mémoriser, il est tout le temps en ébullition d'une certaine manière. Et ce n'est qu'à l'interface des deux qu'on obtient effectivement la pincée d'ordre et la pincée de chaos qui va permettre d'avoir cette capacité de mémorisation, c'est capable de créer de nouvelles structures, c'est capable de mémoriser l'information qui sont nécessaires au système qu'on va qualifier de complexe. Alors là, ça peut paraître peut-être un peu audacieux, mais le vivant, on est effectivement, nous également, à une frontière entre l'ordre et le chaos. On a besoin de l'ordre, on a besoin du chaos, et on est à cette frontière, et le vivant lui-même a une capacité de traitement, une capacité universelle, qui est par exemple matérialisée par notre code génétique, qui est capable de produire des systèmes sophistiqués. Donc, j'arrête là la métaphore, vous l'aurez compris certainement. Donc la question qui vient naturellement à partir de ce moment-là, dans notre petit automate cellulaire en 2 dimensions, c'est est-ce que la vie finalement pourrait apparaître? John Conway s'est lui-même posé la question, un bon nombre de scientifiques se sont posé la question, est-ce que si on attendait assez longtemps et qu'on prenait une matrice assez grande, est-ce que finalement on aurait une chance un jour de voir ce qu'on pourrait qualifier le vivant d'apparaître? Le problème, c'est que, en théorie, oui, vu les résultats d'Alan Turing et autres, on pourrait dire que oui, il est possible, mais la probabilité est tellement infime, il faudra attendre tellement longtemps, il faudra une matrice. Donc, certains ont fait des extrapolations qui dépasseraient quasiment la taille de l'univers. Donc, en pratique, ça paraît fortement compromis. Donc, la question d'après, c'est peut-on imaginer d'autres modèles sur lesquels on va s'appuyer pour essayer d'avancer dans nos interrogations? Alors, l'idée qui vient ensuite naturellement, c'est de sortir un petit peu de cette physique élémentaire que sont les automates cellulaires, cette matière virtuelle élémentaire, et puis de passer à des modèles où on va s'adresser plus directement au niveau biologique. Donc, parmi les expérimentations qu'on a menées, j'ai choisi pour vous celle de LiveDrop, qui est accessible sur Internet. Donc, vous pourrez, à l'issue de cette présentation, aller regarder directement sur Internet les petites bestioles vous-même. Qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème dans une goutte d'eau. Ça, c'est la métaphore. Et on a essayé de reproduire d'une façon relativement fidèle, au moins d'un point de vue conceptuel, un petit écosystème dans une goutte d'eau. Alors, qu'est-ce qui peut vivre dans une goutte d'eau? C'est des petits animalcules, des espèces de petites bestioles qui vont être assimilables, bien sûr, dans l'échelle du vivant, à des êtres relativement peu évolués, mais quand même. On est déjà beaucoup plus loin que les amorces
de vie qu'on a pu observer, ou ce qu'on pourrait imaginer des amorces de vie dans l'automate de Conway. Donc, c'est inspiré, bien sûr, il y a toujours un fondement plus théorique, je suis un peu évasif là, mais sur les travaux d'un biologiste qui s'appelle M. Dawkins, qui est un des grands monsieur de l'évolution, et un partisan du gradualisme en particulier. Donc là, le modèle va être différent, bien que semblable aux automates cellulaires, c'est un peu les mêmes recettes de cuisine qu'on va appliquer. Ça va être en plus compliqué, mais c'est en gros les mêmes recettes. Au lieu d'avoir une matrice de dimensions, on va être dans un petit univers en 3 dimensions, sphérique en 3 dimensions. Donc, au lieu d'être des cases et des cellules, on va avoir des petits programmes autonomes. Donc, chaque petite bestiole que vous allez voir est un programme autonome et qui navigue comme il peut. Donc, il y a ces règles prédéfinies qui sont passablement plus compliquées, hein, et qui interagissent ensemble dans cette petite goutte d'eau. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas dans cette expérimentation donc on les a appelés des biomorphes, hein, c'est le nom que leur avait donné Richard Dawkins, qui avait essentiellement travaillé, lui, sur l'aspect graphique. Là, on leur donne les autres capacités comportementales qu'on peut attendre, en particulier de ce type de petites créatures. Et en tout cas, il n'existe pas, ce que vous allez voir n'est pas programmé. Chaque petite bestiole est un programme indépendant, et ce que vous allez observer, c'est le résultat de l'interaction de ces petites bestioles entre eux. D'accord ? Comme tout à l'heure, on a vu des automates cellulaires avec des cellules qui interagissent, c'est ce qu'on voit finalement à l'écran, c'est le résultat qui n'a pas été programmé, des interactions. Là, c'est le même principe, si ce n'est qu'on est dans un petit environnement 3 dimensions, et les programmes de chaque petite bestiole sont bien sûr plus sophistiqués. Donc, comment chaque petit... Oh, j'étais un petit peu vite. Comment est constituée chaque petite bestiole? Donc, c'est un programme informatique. Il va y en avoir autant que de petites bestioles, et ils s'exécutent indépendamment les uns des autres, qui a en gros cette structure-là. Il a un ADN numérique. Alors, encore une fois, j'utilise des mots qui ne sont pas... Je me ferai arracher les yeux par n'importe quel biologiste. C'est le codage de ses principaux caractères sous une forme numérique. Il a un métabolisme, il a un ensemble de cycles qui règlent sa vie d'une certaine manière, sa période de croissance, son énergie, sa durée de vie, etc. en particulier, son stress. Il a un niveau réactif. Alors, le niveau réactif, c'est un ensemble de comportements qu'on attribue généralement à des espèces relativement simples qui réagissent à des stimuli de l'environnement. Donc, à ce titre, il a des perceptions, il est capable de percevoir ce qu'il y a autour de lui. En tout cas, s'il y a d'autres petites bestioles autour de lui, il va arriver à les percevoir d'une manière imparfaite des fois, puisque sa capacité de perception est elle-même sujet à des paramètres de son code génétique. Et puis, il a un aspect cognitif qui est extrêmement réduit, en tout cas qui joue le rôle de résolution de conflits. Par exemple, s'il a un gros malabar qui lui court après, qu'il a une jolie blonde, eh ben, généralement, il va plutôt fuir le gros malabar dans un premier temps, et il verra la jolie blonde dans un second temps. Donc, c'est ce type de raisonnements qui sont finalement assez simples, et il va pouvoir donc agir. Et tous ces niveaux fonctionnent en parallèle. Donc, chaque petit programme est déjà assez compliqué. Donc, ça, ce que vous allez voir, il n'y a pas de programmation ou de sélection d'individus qui seraient mieux adaptés que d'autres. En quelque sorte, ce qu'on va regarder quelques minutes ensemble, hein, après sur Internet, vous pourrez passer des heures que vous voulez pour observer, eh bien, il y a une sélection naturelle au sens réel du terme, puisque ce qui va émerger, donc ces créatures sont bien sûr capables de se reproduire sous certaines conditions, auquel cas elles échangent, elles croisent leur ADN numérique, et une ou plusieurs petites créatures apparaissent qui vont elles-mêmes grossir le rang des créatures qui sont dans la goutte d'eau virtuelle. De la même manière, il faut bien se nourrir parce que chaque mouvement, il consomme de l'énergie, et donc il va falloir qu'à un moment qu'elles soient capables de trouver de l'énergie. Donc certaines vont en trouver dans l'environnement, elles sont capables d'assimiler des petites particules qui sont assimilées
de la verdure, des petites algues, mais d'autres sont uniquement capables, du fait de leur code génétique, de dévorer d'autres congénères. Donc ce qu'on va voir sous les yeux, c'est cette boucle qui est la base de la sélection naturelle, hein, un ADN, une phase de développement. Donc les créatures vont être, que vous allez voir, sont le résultat du processus de développement qui fait partie du métabolisme de chaque créature. Elles évoluent ensuite, bien sûr, dans cet environnement. Et dans cet environnement, eh bien, leur interaction va faire que certaines d'entre elles, qui sont particulièrement bien adaptées, vont survivre et donc vont être capables de se reproduire et donc générer d'autres codes génétiques et ainsi de suite. Et donc, on est en face d'un système qui reproduit en quelque sorte la sélection naturelle qu'on aurait dans un écosystème naturel. Mais encore une fois, ce n'est pas programmé. Si certaines survivent, c'est que c'est effectivement leur adaptation qui est meilleure que d'autres. Je ne sais pas si vous voyez bien là, vous verrez de toute façon bien mieux sur Internet, parce que le contraste... Mais là, il y a une quarantaine de ces petits programmes qui sont en train de s'exécuter sous vos yeux. Donc ce n'est pas une vidéo, hein, là ça marche pour de vrai. Et vous en allez voir certaines qui sont de couleur plus chaude sont des prédateurs. Vous voyez des petites choses vertes qui sont des algues, et celles qui sont bleues sont capables uniquement de se nourrir de ces petites algues. Et eh bien, il se passe un certain nombre de choses déjà à ce niveau-là. On a certainement déjà eu des reproductions. Si j'arrive à... Donc, actuellement, là, à l'instant T, on a eu déjà 7 nouveau-nés, hein, donc il faut un petit peu de patience et surtout avoir on a déjà eu 7 nouveaux petits biomorphes qui, bien sûr, vont continuer. Donc, je vais revenir. Alors vous pourrez, si je passe aussi vite, c'est que sur Internet, vous pourrez bien sûr regarder ça à tête reposée, parce que LiveDrop est aussi bien accessible sur un site dont je vous donnerai l'adresse à la fin, mais aussi il est accessible sur le site de la Cité des Sciences. Donc vous pourrez jouer avec des heures durant si cela vous plaît. Donc ce qui est important d'un point de vue scientifique, pour vous demander à quoi ça sert, c'est que ça permet d'étudier les dynamiques des populations. Et justement, on va retrouver des dynamiques. Donc là, je vous ai mis une petite image que je ne vais pas du tout commenter, hein, mais on va pouvoir mettre en évidence des dynamiques qu'on retrouve dans le domaine naturel. On va retrouver, selon les paramètres de l'environnement, puisqu'il y a la simulation de la goutte d'eau également, hein, son espace physique, la fluidité, etc., du liquide, le pH de l'eau en fonction du nombre de créatures, ça va assez loin. Eh bien, on va retrouver des dynamiques qui, sans être identiques à celles qu'on avait observées dans les automates cellulaires, sont quand même relativement variés. Donc on va trouver des systèmes dans lesquels eh bien, on va rapidement vers le néant, c'est-à-dire toutes les créatures meurent assez rapidement. D'autres dans lesquels on a une espèce de chaos au niveau des espèces, d'une certaine manière. Et puis d'autres dans lesquels on a l'émergence de populations d'espèces, enfin, d'espèces relativement bien adaptées à leur environnement, et qu'on peut ensuite étudier, puisque là, pour le compte, on est capable d'analyser très finement ce qui s'est passé. Alors la question est-ce qu'on peut imaginer que est-ce que c'est vivant? Pour LiveDrop, on peut dire que non, c'est une simulation. C'est-à-dire qu'on a essayé, c'est un modèle abstrait déjà du vivant. On est relativement loin de la matière organique, hein. On est juste à un niveau conceptuel et on reproduit certains mécanismes. Et on reproduit un environnement physique qui est celui d'une goutte d'eau. Mais de ce point de vue, c'est une simulation. Et on ne peut pas qualifier réellement même si, vous verrez, en les observant un certain nombre de moments, on a l'impression vraiment que de temps en temps, il se passe des choses étranges. Il y a des choses qu'on n'a absolument pas prévues qui se passent, hein. Il y a des comportements collectifs qui sont capables d'émerger, comme par exemple des prédateurs qui sont du coup capables de chasser en groupe, alors qu'on n'avait pas programmé du tout ce type de comportement, et qui apparaît spontanément au bout d'un certain nombre de générations. De la même manière qu'on avait vu tout à l'heure des glisseurs apparaître spontanément, alors qu'on n'avait pas prévu ce type de choses.
Donc voilà, ça termine un petit peu les deux expérimentations sur lesquelles dont je voulais vous parler ce soir. Et je vais terminer en ouvrant une perspective, en parlant, en rêvant un petit peu, en allant un petit peu plus loin. Et vous posez déjà une première question. À votre avis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous fait penser, cette jolie image? Oui? Ah, pas du tout. C'est une vision des connexions entre serveurs en janvier 1999 du réseau Internet. Donc on peut imaginer que dans quelques années, d'où le titre un petit peu de ma dernière partie, science ou science-fiction, on peut imaginer qu'on va vers un monde où on aura une fusion à terme de l'ensemble des réseaux de communication, que ce soit Internet, dont on vient là de voir une image un petit peu surprenante, des réseaux mobiles, des réseaux télévisés, pour former un espèce de... On va vers la fusion, hein, c'est inévitable, tout le monde en parle, vers un vaste réseau d'information planétaire. Donc il y a deux questions intéressantes qu'on vient de se poser. Il y a des scientifiques qui ont déjà essayé de donner des réponses à ces questions. Est-ce qu'on est en train de voir émerger un nouveau niveau d'organisation à l'échelon planétaire? Est-ce qu'on est en train de voir un monde parallèle au nôtre, en train d'émerger, à côté de notre monde physique, un monde complètement informationnel, et dont on peut avoir une idée de la complexité? Vous avez vu que ça ressemble, ça nous évoque tout de suite des choses relativement organiques. Hein. Je vous ai mis une autre petite photo ici, c'est une vue d'un monde virtuel, donc en 3 dimensions, qui a été créé par les Américains, où il y a à peu près entre 500 et 1000 personnes qui viennent se connecter par jour. Et il y a eu le premier, donc ils sont représentés par des avatars, c'est une espèce de petits bonshommes en 3D, et puis ils se rencontrent dans cet univers virtuel et ils construisent leur ville dans cet univers. Là, il y a eu une photo, une petite image, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais du premier mariage qui s'est réalisé dans cet univers virtuel. Donc cette perspective d'un univers informationnel qui soit parallèle au nôtre, elle n'est pas nouvelle. Hein. Il y a un certain nombre de romanciers, dont je citerai 2 qui sont parmi les plus connus, Gibson et Simons, hein, qui a un roman assez célèbre dans le domaine de ceux qui s'intéressent à la science-fiction, c'est Le Neuromancien de Gibson. Dan Simmons a écrit une série de plusieurs livres sur le thème qui s'appelle Hyperion, et la suite, où effectivement, une des caractéristiques est dans quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, tout dépend si la perspective, hein, eh bien, on parle d'une infosphère, c'est-à-dire d'un monde informationnel parallèle au nôtre et qui nous aiderait, où on pourrait puiser de l'information, on pourrait même s'immerger lorsqu'on le désire dans ce monde-là pour rechercher les informations qui nous intéressent, mais pour jouer et finalement pour épuiser ce dont on a besoin. Alors c'est une perspective qui peut effrayer par ailleurs. Hein. Alors peut-on imaginer à partir de ce moment-là que ce nouveau monde qui est en train d'émerger, ce monde d'information, on a vu la complexité avec l'image que je vous ai projetée tout à l'heure, soit apte à accueillir des créatures virtuelles, sans aucun doute. Hein, on l'a vu depuis le début de... Est-ce qu'elles sont vivantes ou est-ce qu'elles ne sont pas vivantes? Je vous laisserai ensuite le soin, à chacun d'entre vous, de répondre lui-même à cette question. On verra tout à l'heure, juste après, un petit peu des questions philosophiques qui se posent à ce niveau-là. Donc l'environnement, là, et l'ordinateur et Internet, ce vaste réseau, est non plus une simulation d'un écosystème. On est carrément dans un univers informationnel. Il n'y a plus de simulation, puisqu'on est dans l'ordinateur, on est dans le réseau. C'est l'environnement. Donc, est-ce de la science? Alors, il y a bien sûr beaucoup d'applications qu'on pourra évoquer ensemble ensuite si ça vous intéresse. Pour illustrer ça, je vais vous montrer un petit développement qui n'est pas terminé, qui est en cours. Hein. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut imaginer de faire. Donc la jolie créature, enfin jolie, c'est une question de...
Donc je vais me connecter à elle au travers d'Internet. Donc elle est sur mon ordinateur, donc ça va aller relativement vite, mais elle a déjà les capacités d'aller sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle... Alors c'est en anglais, désolé, hein. Je vais lui demander comment elle va. Je vais lui demander si elle est stupide. Ça, à mon avis, ça ne va pas la mettre... Donc on peut imaginer, là, c'est encore une expérimentation assez balbutiement, hein, mais ce que vous voyez s'exécuter, c'est le même type de structure, d'organisation que vous avez vu dans les petites bestioles de tout à l'heure. Donc c'est exactement le même type d'organisation. Ça veut dire que cette charmante créature est capable de se reproduire avec ses congénères. Elle est capable d'échanger des informations au travers d'Internet et sera capable d'aller chercher les informations que vous lui demanderez d'aller chercher. Elle a déjà un moteur d'indexation, alors excusez les termes techniques, capable d'aller rechercher et de répondre à un certain nombre de questions qui peuvent être passablement compliquées. Dans son métabolisme, le métabolisme est bien sûr beaucoup plus compliqué. Il y a un métabolisme émotionnel qui vient se rajouter au métabolisme un peu primitif qu'on avait vu tout à l'heure avec les créatures que j'ai appelées les biomorphes. Donc je conclurai juste en vous pointant en essayant d'avancer un petit peu dans la réponse à la question est-ce que la vie peut exister dans un ordinateur, sachant que je suis assez convaincu que c'est une question auquel il n'y a pas de réponse en soi, c'est chacun qui peut apporter sa propre réponse, hein, et son avis. Il y a dans la communauté scientifique aujourd'hui, un petit peu, en tout cas qui s'intéresse à ces problèmes-là, un peu deux camps. Il y a les partisans du non et puis les partisans du oui. Donc je vous ai mis quelques arguments des partisans du non et des partisans du oui. Donc les partisans du non disent non, la vie n'est pas possible en dehors de la matière organique. Elle est intrinsèquement liée à la matière organique. Et en dehors de la matière organique, on ne peut pas imaginer que la vie puisse exister. Une simulation de la vie n'est pas la vie. C'est un argument fort, hein. Si je simulais une galaxie à l'intérieur de mon ordinateur, ce n'en serait pas pour autant une galaxie, même si je la simulais extrêmement finement. Le virtuel n'est pas le réel, qui est en quelque sorte un corollaire de cette question. Alors quels sont les quelques arguments des partisans du oui? La vie est une forme d'organisation, et donc on sent bien qu'on s'écarte un petit peu de la matière là. Et donc si on est capable de reproduire cette organisation sur un autre support, qui soit physique ou virtuel, est-ce qu'on n'a pas finalement la vie? Donc c'est la deuxième question. Si elle en possède toutes les propriétés essentielles, est-ce que peut-on encore parler de simulation? Est-ce qu'on n'est pas du coup rentré dans le vivant? Donc vous voyez que la frontière devient extrêmement ténue. Dans le cas de la créature, la dernière que vous avez vue, il n'y a pas de simulation, en quelque sorte, hein. Elle est dans un environnement, on lui a donné parce que une apparence humaine, mais à la limite, elle pourrait avoir une apparence complètement différente, et ça ne changerait absolument rien à son exécution. Les flux sont bien réels et nos émotions également. Donc les flux électroniques, c'est-à-dire que même si c'est du logiciel, eh bien, c'est toujours des flux d'électrons dans une machine, et je peux vous assurer qu'elle chauffe. Et donc, c'est bien réel. Et nos émotions également. Ça, je fais référence à une société célèbre, hein, qui fait toute sa pub là-dessus. Hein. Vos émotions, ce que vous voyez, c'est virtuel, mais vos émotions sont bien réelles, elles. Donc, ça repositionne aussi ces questions assez fondamentales sur le rôle prépondérant et très important d'un point de vue philosophique qu'est l'observateur, qu'on pourrait reposer d'ailleurs d'une façon importante quand on a parlé tout à l'heure du petit planeur, hein, du glisseur. Nous-mêmes, d'un certain point de vue, on est un champ de particules, un nuage de particules qui se déplace dans l'espace-temps, et donc on peut nous voir à un moment comme une unité, mais aussi on pourrait se regarder comme un ensemble de particules.
Donc d'un point de vue philosophique, on voit bien qu'on a deux extrêmes. On a d'un côté le matérialisme, donc les gens qui identifient complètement le vivant à la matière, pour lequel il y a une identité extrêmement forte, et il est impossible, une fois donc c'est intrinsèquement lié à cette matière. Et de l'autre côté, à l'inverse, à l'extrême, une position dualiste, où finalement, si on reproduisait cette organisation, si tant est qu'on peut la définir d'une façon aussi précise qu'on le souhaite, si on la représentait, on la reproduisait sur n'importe quel média, virtuel ou réel, eh bien on aurait la vie et ses propriétés. Donc on voit bien là, on a une séparation complètement de la matière, hein, et de la vie elle-même, de l'âme, hein, comme l'avait proposé Descartes. Alors bien sûr, entre les deux, il y a toute une linéarité, des positions intermédiaires, hein, que je ne détaillerai pas ici, mais pour vous situer un petit peu le type de réflexion et de positions qui sont amenées dans ce type de débat. Donc voilà, ce que vous pourrez retrouver la plupart de ces expérimentations sur le site internet, en tout cas pour LiveDrop sur la Cité des Sciences. Vous retrouverez aussi certaines des expérimentations sur le site virtualworlds.net, en particulier LiveDrop, et puis d'autres expérimentations. On est en train d'expérimenter en guise de goodies. À la fin, je vous ai mis une autre expérimentation qui est au niveau cosmologique, où on essaye de retrouver les phases. On a repris le même principe que dans les automates. On prend une simulation d'objets gravitationnels, et puis on généralise, comme on l'a fait tout à l'heure avec les automates cellulaires, et on regarde les univers qui sont générés, et on retrouve des choses intéressantes, c'est-à-dire des univers qui collapsent, des univers qui sont complètement chaotiques, et puis, près d'une transition de phase, comme dans notre univers réel, eh bien, des structures qui nous rappellent étrangement les amas globulaires qu'on peut observer dans le ciel de nos nuits d'été. Merci.